Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Mon nom, c'est Isabelle Renaud. Moi, je suis la responsable de la formation à l'AFPC Québec. Et aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de co-animer avec quatre personnes formidables. Ma collègue Jennifer Garvey, qui est conseillère syndicale, Kenza Elazouzi, qui est membre de notre organisation, et bien sûr, Émilie Nicolas, qu'on va présenter plus en détail dans quelques minutes. Par souci de faire vivre vérité, réconciliation, je tiens à vous mentionner que moi, je me trouve à Terrebonne, qui est sur le territoire non cédé de la nation Abénaki. Et c'est intéressant de savoir que c'était un lieu privilégié pour les échanges, les rassemblements, les réflexions. Dans le fond, tout ce qu'on va faire virtuellement aujourd'hui. Et ce que je tiens à vous mentionner, c'est qu'on va passer la prochaine heure à discuter d'un sujet qui est important, c'est qu'on va retracer ensemble l'histoire de la lutte des droits des Noirs au Québec et au Canada. Et je tiens à remercier Kenza qui a déployé beaucoup d'énergie pour faire en sorte que cette activité-là voit le jour, soit possible. Donc, merci beaucoup, Kenza, pour tout le temps que tu as consacré à la création de cette activité. C'est très apprécié. Et je tiens à vous mentionner que Kenza, c'est la coordonnatrice des groupes d'équité de la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Donc, si vous avez des enjeux, des questions à ce sujet-là, n'hésitez surtout pas à vous tourner vers elle. Ça va lui faire grand plaisir de vous aider. Et je sais qu'il y a des gens de partout au Québec aujourd'hui qui assistent à ce webinaire-là. Alors, si vous êtes dans une autre région, vous pouvez également contacter Jimmy Théodore, qui est le directeur des groupes d'équité de la région, en fait, de tout l'AFPC Québec. Ceci étant dit, j'aimerais vous rappeler des petites consignes techniques. On commence à être habitué d'interagir sur les plateformes depuis les derniers mois, mais juste des petites choses pour s'assurer que tout se déroule bien dans la prochaine heure. Mettre votre micro en sourdine pour s'assurer qu'on ait un apprentissage agréable tout le monde. Également, le webinaire est enregistré, sauf qu'on va arrêter l'enregistrement à la fin. Parce qu'à la fin, on va consacrer une période de questions et pour poser une question, c'est pas compliqué, vous pourrez lever votre petite main virtuelle ou tout simplement utiliser le chat, l'espace de clavardage et on va pouvoir poser vos questions à notre invitée, à Émilie. Aussi, je tiens à le mentionner parce qu'on est dans une activité de l'AFPC Québec et comme dans toutes nos activités, aucune forme de harcèlement va être acceptée, tolérée. Alors, je vais mettre mon adresse courriel dans le chat. Alors, s'il y a quoi que ce soit, vous faites juste m'interpeller puis on va essayer de régler la situation le plus rapidement possible. Donc, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour m'écouter. Je vous souhaite un bon webinaire, tout le monde. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Kenza. À toi la parole. Merci Isabelle. Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes dans la région de... Avant de commencer, j'aimerais d'abord souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés aujourd'hui ici à Québec font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Donc, ça, c'est pour la région de Québec. Je suis vraiment très contente d'avoir réussi à ce qu'on puisse collaborer ensemble, Isabelle Renaud, à mettre en place ce webinaire-là. Et je remercie infiniment l'AFPC d'avoir accepté d'emblée ce webinaire, l'organisation de cette activité-là. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous introduire notre vice-président exécutif régional qui a pu se libérer. On va accueillir M. Yvon Barrière, c'est notre vice-président exécutif régional de Québec. Alors, je te donne la parole, je suis un peu mal à l'aise, mais voilà, merci beaucoup de t'avoir, je voulais soutenir, je voulais te mentionner que j'étais vraiment contente que tu aies pu te libérer et j'étais vraiment contente d'avoir la nouvelle hier lorsque Isabelle m'en a informé. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Kenza, tu n'as pas à être gênée, ça me fait grand plaisir. Donc, je pense que mon image est relativement saccadée, donc si jamais il y a des soucis, je vais
fermer peut-être ma caméra. Est-ce que ça va, Isabelle? Je pense que ce serait peut-être préférable de fermer la caméra parce que ça lag beaucoup, Yvan. C'est bon. Bien, écoutez, donc on recommence, puis soyez pas inquiets, je vais laisser tout le plancher là à notre invitée. Elle est bien meilleure que moi. Donc, mais salut tout le monde, je suis content d'être avec vous ce midi. Je veux vous saluer, je veux saluer le thème d'aujourd'hui parce qu'il est vraiment important. C'est important de s'arrêter à un moment donné pour comprendre les luttes pour les droits des Noirs que porte notre histoire. On a besoin de comprendre les enseignements du passé parce que c'est aussi par l'histoire qu'on prend toute la mesure de ce que c'est le racisme systémique. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas relâcher surtout, il faut continuer à entretenir le dialogue, il faut continuer à se donner des occasions d'apprentissage et de connaissances comme que vous allez le vivre ce midi. Merci tout le monde d'être là. À chaque fois que j'assiste, là, écoutez, je suis peut-être sur une glace mince, là, mais je vais être très transparent. À chaque fois que je suis et que j'assiste à ce type de rencontre, j'apprends beaucoup. J'apprends sur les nombreux biais que nous, la communauté blanche, avons. J'apprends qu'il faut lutter toutes et tous ensemble pour en finir. En terminant, il y a 2 semaines, je discutais avec mon adjointe, Zita, là, qui est merveilleuse, là, sur l'événement de notre membre de la FPC, là, M. Camara. Et au cours de notre discussion, là, elle m'a dit, tu sais, Yvon, là, en arrivant au Canada, j'ai appris des nouveaux mots que je ne connaissais pas l'existence et la signification, dont le mot profilage. Ça m'a donné un choc. À tous et à toutes, je vous souhaite une séance enrichissante et d'ailleurs, c'est toujours le cas dans les présentations d'Émilie Nicolas. Merci aux organisateurs, merci Kanza, merci Isabelle. Donc, bon midi à tout le monde. Merci, merci Yvan. C'est toujours un plaisir de t'avoir aussi parmi nous. Puis on voit vraiment qu'il y a une volonté importante et soutenue de la part de la FPC pour justement amener ces changements-là qui nous concernent tous, en fait. Merci beaucoup, Yvan. Alors, sans plus tarder, on va poursuivre. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons aujourd'hui Émilie Nicolas. Qui va nous entretenir sur la lutte pour les droits des Noirs au Canada. Émilie est anthropologue, consultante, formatrice et en équité et droits de la personne. Également, on peut lire ses chroniques dans Le Devoir et dans la Gazette, dans The Gazette, c'est en anglais. Donc, sans plus tarder, Émilie, la parole est à toi. Merci beaucoup, Kenza, ça me fait vraiment plaisir. Puis merci à tout le monde pour l'accueil. Puis Yvon, je pense que c'est vraiment aussi une vraiment bonne façon de mettre le sujet sur la table, la façon dont, en fait, quand on parle d'histoire des Noirs, on parle toujours finalement de nos réalités contemporaines. Puis c'est un peu ça le message que j'ai envie de vous lancer aujourd'hui. En fait, différents messages principaux, mais je vous annonce déjà finalement la conclusion avant même d'avoir commencé. La première chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle ce genre de conférence-là est nécessaire, je veux dire, c'est nécessaire partout. Ceci dit, il y a des enjeux particuliers au Québec et au Canada en termes d'effacement de l'histoire des Noirs. C'est peut-être l'un des endroits ici où il y a un combat à faire, non pas seulement pour essayer de rétablir l'équité, la justice, mais il y a simplement un combat à faire pour que le simple fait que ce combat-là soit à faire est en soi sujet à débat. Puis c'est quelque chose qui part de très loin. Une anecdote que j'aime beaucoup raconter en conférence. Puis en fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'il vient d'avoir une annonce qui a été faite là-dessus. C'est que en fait, moi, c'est ça, j'ai grandi à Québec, comme Kenza d'ailleurs qui est là-bas. Je pense que vous êtes plusieurs à être connectés qui sont là-bas. Donc, la Ville de Québec vient d'annoncer qu'ils vont enfin mettre une plaque à l'entrée du séminaire de Québec, à côté donc du Musée de l'Amérique française, pour reconnaître Olivier Lejeune, qui est le premier Africain à avoir été mis en esclavage en Nouvelle-France.
Pour moi, c'est une bonne nouvelle qui me touche beaucoup parce que, en fait, j'ai terminé mon secondaire au Petit Séminaire de Québec, puis les fondations de la maison dans laquelle Olivier Lejeune a vécu est sous, en fait, le terrain de basket, carrément, de l'école secondaire où je suis allée. Puis, il y a un rectangle au sol de pierre blanche qui indique que ceci était, en fait, les fondations de l'ancienne maison de Guillaume Couillard, qui est l'un des premiers colons permanents de la Nouvelle-France. Mais il n'y avait absolument rien qui indiquait le fait que c'était aussi la première maison de Olivier Lejeune. Puis moi, je l'ai appris seulement, ça fait 3 ou 4 ans, parce que, en fait, il y a un de mes amis, Webster, dont peut-être vous avez entendu parler, qui fait aussi beaucoup de conférences sur le thème de l'histoire des Noirs, qui fait des tours guidés dans le Vieux-Québec, en fait, sur la question de l'esclavage, pour essayer de retracer à travers l'histoire de la ville quels sont les lieux qui ont été marquants pour l'histoire de l'esclavage au Québec. C'est seulement en faisant ce tour-là que j'ai appris ça bien des années à moi-même après avoir gradué. Puis je pense que ça aurait été utile à moi comme adolescente, comme femme noire métissée à Québec dans cet espace-là, de comprendre dans quel sol tu t'inscris, parce que sinon, ben, ça fait des jeunes finalement qui ne savent pas nécessairement d'où ils viennent, puis pourquoi ils sont là, puis qu'est-ce que ça veut dire, leur présence dans ce type d'espace-là. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle que la Ville de Québec vient d'annoncer ça aujourd'hui. Mais cet effacement-là n'est pas anodin. Quand on fait ce genre de tour guidé-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein d'espaces où, finalement, on ne veut pas nécessairement mettre ça en valeur parce que ça attaque l'idée qu'on veut se faire, finalement, de notre histoire, de l'histoire du Québec, de l'histoire du Canada. La première personne à avoir lancé cette idée-là qu'il ne fallait pas parler d'esclavage pour être fier d'être québécois, c'est le tout premier historien, en fait, du Canada français, François-Xavier Garneau, qui a écrit son livre d'histoire du Canada en réaction, finalement, au rapport du RAM au début du 19e siècle, qui disait que les Canadiens français, il n'y avait pas de culture, etc., qu'il fallait les assimiler. Donc, lui, en réaction à ça, écrit une histoire du Canada français à une époque, juste quelques années après l'abolition de l'esclavage, donc en 1834, dans l'Empire britannique. C'est une personne qui a connu l'esclavage de son vivant, fait partie d'une génération qui a vu ça aller, puis lui a fait le choix de ne pas en parler ou de le minimiser. Puis il a d'ailleurs été attaqué beaucoup par ses contemporains à la même époque en disant qu'il disait finalement que François-Xavier Garneau n'aurait pas dû faire ça, qu'il ne reconnaissait pas finalement la société qui était autour d'eux. Puis malgré ça, il y a plusieurs personnes par la suite qui ont bâti leur histoire du Québec et du Canada en se basant sur François-Xavier Garneau. Donc, ce qui fait, c'est que finalement, tu as une première personne qui a un but politique précis d'effacer l'histoire des Noirs. Chaque personne répète ce que cette première personne-là a dit comme source principale. Puis finalement, tu te retrouves avec des livres d'histoire où on a fait souvent, très, très longtemps, fait complètement disparaître cette question-là. Puis c'est comme ça qu'on s'est habitué à enseigner l'histoire du Québec. Et puis on arrive après ça avec des gens qui disent non, mais il faudrait en parler. Et là, ça crée beaucoup de tensions parce que finalement, ça remet en question des croyances très ancrées profondément, que ça n'existe pas ou que c'était pas important. Alors que finalement, les faits ne sont pas nécessairement là derrière ces croyances-là, mais on les a tellement répétées. Tu sais, quand on répète quelque chose génération après génération, ça finit par rentrer dans les croyances. Donc, cette histoire-là a été effacée tant à Québec qu'à Montréal. Puis, il y a aussi une histoire, non seulement des personnes noires qui étaient mises en esclavage, mais des personnes libres qui avaient toutes sortes de métiers, qui faisaient toutes sortes de choses qui a aussi été effacées. Un autre exemple qui vient de Québec récemment aussi, qu'il y a une photo qui vient d'être redécouverte d'un salon de barbier qui avait été opéré pendant des années aussi par deux frères noirs à Québec, qui était finalement un salon de barbier, mais aussi un centre intellectuel pour les gens de la Ville de Québec qui allaient là discuter d'affaires politiques, etc. Puis, on savait ça, mais on n'avait jamais eu d'histoire, d'image, d'archives pour le retrouver. Puis là, ce salon de barbier était en fait dans une maison qui est la maison des anciens Canadiens. Il y a un restaurant maintenant dedans. C'est une maison qui est reconnue pour être historique au cœur même du Vieux-Québec. Souvent, si vous y allez, il va y avoir des
des gens qui vous vendent des peintures juste devant. C'est ce coin-là très, très touristique du Vieux-Québec. Donc, encore une fois, un autre endroit qui est au cœur, finalement, des parcours touristiques, mais d'où on a complètement effacé, finalement, la présence noire dans la ville. Puis, c'est important de reconnaître ça. Ici, là où je suis, à Montréal, il a fallu aussi beaucoup se battre longtemps, par exemple, pour avoir une certaine reconnaissance pour Marie-Joseph Angélique, qui est une femme noire qui était aussi en esclavage, qui a été accusée d'avoir mis le feu à la ville de Montréal en voulant s'enfuir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Seule sa conscience le sait. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que pour ça, elle a été torturée et elle a été assassinée. Puis l'importance que cette femme-là a pour nous raconter l'histoire des Noirs, ça aussi, ça a été longtemps effacé. Puis c'est avec le travail de certains universitaires noirs qui ont permis de remettre son histoire de l'avant, puis maintenant, on en entend parler un peu plus. Des fois aussi, l'effacement, c'est pas tant de l'effacement de la mémoire, c'est aussi de l'effacement géographique, carrément, urbain, dans l'organisation de la ville. Par exemple, le quartier historique de la communauté noire au Québec. Bien sûr, avant, il y en avait beaucoup dans le Vieux-Montréal, du temps de la Nouvelle-France, dans le fond, le moment où le Montréal, c'était le Vieux-Montréal. Mais à partir du 19e siècle, c'est beaucoup dans la petite Bourgogne qu'il y avait historiquement la communauté noire. Puis une grande partie, en fait, du quartier a été détruite dans les années 60 quand on a construit l'autoroute Ville-Marie. Donc, l'autoroute Ville-Marie, qui était là pour moderniser la ville, moderniser le centre-ville, etc., a rasé l'immense majorité, en fait, du quartier chinois et du quartier historique afro-québécois, afro-canadien aussi. Puis, c'est intéressant de regarder comment est-ce que ça s'est construit, comment est-ce que finalement bulldozer, exproprier de force ces communautés-là dans les années 60 à Montréal, c'était quelque chose qui était politiquement acceptable, alors qu'on n'aurait pas pu faire la même chose dans d'autres quartiers plus aisés, parce qu'il y aurait eu finalement des conséquences politiques qui auraient fait que c'était pas possible de le faire. Souvent, si on entend parler d'histoires comme ça, peut-être le seul cas où vous avez peut-être entendu parler un petit peu, c'est celui d'Afriqueville, en Nouvelle-Écosse. Donc, un quartier aussi de la communauté noire qui est en Nouvelle-Écosse depuis le 18e siècle minimum. Donc, des gens qui étaient venus des États-Unis à la suite de l'indépendance américaine. Donc, des loyalistes qui sont montés ici. Donc, des Noirs libres qui se sont installés en Nouvelle-Écosse, qui ont vécu beaucoup de racisme en Nouvelle-Écosse, d'ailleurs. Puis ces communautés-là qui n'ont jamais été capables, en fait, d'obtenir du gouvernement les services sanitaires de base. Donc, pas d'eau potable, pas de services de déchets, d'égouts, pas de services d'électricité non plus. Un peu comme on a fait beaucoup avec les réserves autochtones, il y a quelque chose de similaire qui a été fait par le gouvernement quand on regarde les communautés noires historiques en Nouvelle-Écosse. Donc, ça fait finalement des bidonvilles au Canada. C'est un peu ça qui s'est passé avec Afriqueville, c'est qu'on n'a pas donné les services. Ça fait un quartier qui est construit un peu tout croche en conséquence. Puis là, on se dit, ben, vu que le quartier est construit tout croche, c'est pas grave de le bulldozer sans donner de compensation aux familles qui ont tout perdu. Si vous allez à Halifax maintenant, aujourd'hui, c'est un parc à chiens essentiellement. Qui est à Afriqueville. On ne l'a même pas reconstruit par-dessus. Je pense que le prétexte officiel pour le raser, c'est qu'on a construit un pont pour aller de l'autre côté de la baie vers la banlieue de Dartmouth. Mais sur place, maintenant, il y a seulement un musée, mais le territoire comme tel n'a même pas été utilisé. C'est du gazon rasé, là. Donc, c'est ça. Donc, c'est cette histoire-là que peut-être les gens entendent un peu plus parler des fois d'Afriqueville, mais c'est intéressant, au cœur même de Montréal, en fait, il y a les mêmes dynamiques. Puis quand on rase un quartier, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va, nécessairement, les gens doivent se déplacer vers là où il y a plus d'espace. Donc, c'est là aussi, à ce moment-là, dans les années 60, où on réduit beaucoup la superficie du quartier historique, donc de la Petite Bourgogne, que les gens se déplacent vers Notre-Dame-de-Grâce, que les gens se déplacent vers Côte-des-Neiges, vers les quartiers qui sont plus excentrés, où là aussi, on va construire, par exemple, la grande autoroute des Caries dans le milieu, parce que c'est pas grave de défigurer ces communautés-là, tu sais. Puis,
après ensuite, les gens s'en vont de plus en plus comme ça dans des zones excentrées ou avec la communauté francophone, haïtienne, mais maintenant aussi beaucoup arabe, latina, etc. Ben, c'est ça aussi, cette expropriation-là amène les gens de plus en plus vers l'extrême nord-est de la ville, dans les quartiers où il y a moins de services de transport en commun aussi. Puis, ben, ça fait essentiellement que les gens sont moins bien desservis par les services publics qu'ailleurs. Mais la plupart du temps, ces quartiers-là, ces projets-là sont faits au nom finalement du progrès, de faire avancer la beauté, la modernisation de la ville. Et c'est pas seulement historique, ça se passe encore, par exemple, à Parc Extension, qui est une communauté, ben, là où, par exemple, ça s'est passé avec Mamadi Camara, vous en parlez en introduction, qui est un quartier où il y a énormément de population africaine qui est présente, puis que là, de plus en plus, c'est Google, l'intelligence artificielle, etc., les grandes compagnies qui essaient de s'installer là dans les espaces industriels. Leurs employés s'installent là aussi avec eux, ça fait monter le loyer, il y a une gentrification, puis là, on ne sait pas, en fait, où les immigrants d'origine africaine vont être obligés de se déplacer à mesure que la gentrification se passe dans Parc Extension également. La dernière chose que j'avais envie de vous dire là-dessus, c'était que au-delà de cette histoire-là, donc d'effacement tant dans le récit que d'effacement géographique, il y a aussi un effacement de la résistance. Ça fait par exemple, quand on a eu des débats au Québec sur le blackface, puis le blackface comme une histoire américaine, on n'a pas parlé par exemple que Calixa Lavallée, qui est l'auteur de l'hymne national, hein? Rien de moins, était en fait un artiste qui faisait du blackface comme dans les minstrel shows au Canada et aux États-Unis, donc il a fait sa carrière de ce genre de théâtre-là. Mais on n'a pas parlé non plus du fait que depuis tout le temps qu'il y a eu du blackface, il y a eu des manifestations contre le blackface. Les premières manifestations des communautés noires canadiennes contre le blackface, c'était au 19e siècle à Toronto. Donc, du moment que le genre artistique est né au Canada, cette idée-là de se maquiller le visage en noir pour faire le cave, je veux dire comme ça, là, en gros, là, puis que ça soit un genre d'humour, ben ça, ça fait longtemps que c'est ici, mais aussitôt que ça a été amené ici, la résistance des communautés noires à ça a suivi. Tout comme la résistance des communautés noires à la discrimination est là depuis longtemps. Puis c'est intéressant, il y a par exemple eu un cas, je pense que c'est dans les années 30, où ici au forum, à l'ancien forum de Montréal, il y avait un homme qui voulait aller à la taverne après la game de hockey. Puis le propriétaire de la taverne a décidé que lui, il ne servait pas les Noirs. Et c'est un cas qui est allé très haut, en fait, dans les tribunaux. Puis ça a créé un jugement historique où finalement le Canada a donné raison au propriétaire de taverne en disant que c'est la liberté d'entreprise de pouvoir choisir quel client tu sers ou pas. C'est seulement avec l'adoption de la Charte des droits de la personne que ce genre de décision-là a été renversée. Ce qui fait qu'on n'a pas eu de ségrégation raciale comme Jim Crow, par exemple, au sud des États-Unis, où tu avais comme des fontaines écrites, tu sais, colored d'un côté puis blanc de l'autre. Mais dans les faits, il faut comprendre qu'ici aussi, il y avait c'était légal finalement pour les propriétaires d'hôtels, de restaurants, etc., de décider quel client il allait servir ou pas, et que cette ségrégation-là était réelle longtemps, mais que justement, si ce cas-là est allé à la Cour suprême, c'est parce que aussi longtemps que cette ségrégation-là a existé, il y a eu de la résistance. Tout comme le billet de 10 $ qu'on a maintenant avec Viola Desmond dessus, c'est aussi une femme noire canadienne qui a résisté à cette ségrégation-là. Elle était dans un cinéma en banlieue, encore une fois, en Nouvelle-Écosse. Et c'est exactement comme Rosa Parks, finalement. Elle s'est assise dans la section où on ne voulait pas qu'elle aille parce que c'est une femme noire. Puis elle a refusé de se lever. Puis elle a été amenée en prison à cause de ça. Puis ça a fait toute une bataille légale qui a brisé sa vie. En passant, elle a dû déménager aux États-Unis. Elle a perdu sa business. C'était une entrepreneuse qui avait son salon de coiffure, etc. Mais cette bataille-là, finalement, maintenant, on reconnaît qu'elle avait eu raison de la mener, puis même qu'on met son visage sur un billet de 10 $.
Mais cette résistance-là a toujours eu lieu, tout comme depuis qu'il y a des menaces de déportation, par exemple, ou des politiques migratoires qui sont injustes envers certaines communautés. Il y a des gens qui luttent contre les déportations, contre les limitations au système d'immigration qui séparent les familles. Il y a des manifestations contre le racisme à Montréal, dans l'industrie du taxi. Bien avant ma naissance, les gens, aussitôt que l'industrie du taxi ici s'est formée, puis que les Haïtiens sont allés dans cette industrie-là, il y avait des compagnies de taxi qui ne voulaient pas envoyer des clients avec des chauffeurs noirs, par peur que les clients n'allaient pas vouloir avoir des chauffeurs noirs. Donc, toute cette discrimination-là, il a fallu se battre longtemps pour. Puis la première manifestation, d'ailleurs, contre la brutalité policière, c'est à la fin des années 70, déjà que la Maison d'Haïti devait se rassembler pour dire, écoutez, il faut essayer de lutter contre ça. Il y a eu des grosses manifestations aussi dans les années 80, suite à la mort de Anthony Griffith, suite à la mort de Marcellus François au début des années 90 aussi. Donc, c'est important de le mentionner, cet effacement-là, de cette résistance-là, parce que c'est grâce à cet effacement-là qu'on peut ensuite dire que Black Lives Matter, c'est un mouvement importé des États-Unis. C'est parce qu'on ne connaît pas, en fait, l'histoire de la lutte contre le profilage racial, la brutalité policière ici, qu'on pense que quand les gens se lèvent contre ce genre d'injustice-là ici, ils ne s'ancrent pas dans des traditions politiques, militantes, sociales d'ici. Et par exemple, moi, il y a toute une génération avant moi qui a dit les mêmes choses dans l'espoir de ne pas avoir, que leurs enfants n'aient pas à le dire. Puis si ma génération le fait, il y a de plus en plus de parents autour de moi qui le font en disant « je le fais pour pas que mes enfants aient à faire ça à ma place ». C'est ça le fil qui motive les gens. Puis bien sûr, on apprend aussi, il y a cette transmission-là du savoir qui se fait dans les communautés. Et ça aussi, ça fait partie de l'histoire des Noirs, de dire que plus qu'on apprend sur cette histoire-là, plus qu'on peut se transmettre ça aussi. Puis on ne part pas de rien. Il y a des institutions qui sont là depuis longtemps. Les gens ont construit leurs organismes, les gens ont construit aussi leur façon, leur sagesse finalement militante, on va dire ça comme ça, et que ça aussi, ça se transmet finalement de génération en génération. Cet effacement-là, c'est pas seulement l'effacement de notre histoire des Noirs, mais c'est aussi juste l'effacement du racisme institutionnel. Puis, je sais que le temps passe vite, mais juste une chose là-dessus. Il y a des histoires institutionnelles qu'on préfère effacer que d'autres, c'est-à-dire qu'on peut remettre de l'avant mieux que d'autres. Ici au Québec, ce qui est particulier, c'est que il y a des gens qui ont participé à la mise en place du racisme institutionnel partout au Canada, de tous les partis politiques. C'est absolument pas quelque chose de partisan. Quand on dit le racisme systémique est systémique, ben c'est pas du racisme partisan. Tu sais. Toutes les personnes qui se sont approchées du pouvoir ont eu leurs mains là-dedans. À partir de Johnny MacDonald qui parlait de la suprématie de la race aryenne au Parlement, puis que c'était pour ça qu'il ne voulait pas avoir des Noirs qui viennent ici, que c'était pour ça qu'il voulait enlever les droits aux communautés chinoises, qu'il voulait seulement qu'ils soient là, par exemple, pour construire les chemins de fer comme main-d'œuvre, mais qu'il ne voulait pas qu'ils deviennent citoyens. Puis que c'est aussi pour ça aussi qu'il a voulu partir finalement le système qui a donné lieu aux pensionnats autochtones, les famines qui ont eu lieu aussi dans les prairies. Donc, le but, c'était de créer un Canada blanc. Puis, il y a plusieurs premiers ministres qui ont suivi après lui, puis qui ont voulu poursuivre cette politique-là. Wilfrid Laurier, par exemple, le premier premier ministre francophone aussi, lui, il ne voulait pas qu'il y ait de Noirs au Canada. Il a essayé de mettre par écrit, il a fait un décret en 1910, il n'y aura pas de personnes noires qui pourront immigrer au Canada, parce que le prétexte officiel était que l'hiver canadien n'était pas fait pour notre construction biologique. Finalement, même en 1910, ça ne passait pas de l'écrire sur papier comme ça. Puis d'ailleurs, même aux États-Unis, c'était jamais écrit sur papier comme ça. C'est toujours plus compliqué que ça. Donc, ce qu'ils ont fait à la place, c'est d'envoyer des agents frontaliers du Canada jusqu'aux États-Unis pour répandre la rumeur, finalement, parmi les Afro-Américains que immigrer au Canada, ça n'allait pas être possible parce que le climat était trop hostile pour eux. Et aussi, ils payaient
des agents, des médecins, des médecins responsables de faire passer des examens médicaux qui permettent d'immigrer au Canada, puis donc les payer pour faire échouer systématiquement les personnes noires qui voulaient immigrer au Canada aussi. Donc, c'est comme ça que longtemps, on a limité finalement la frontière. Mais quand on nomme des choses comme ça, on l'a vu cet été, Johnny McDonald, ça a créé tout un débat autour de la statue. Mais quand même, je pense qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui défendent Johnny McDonald dans leur cœur, parce qu'il a fait quand même, c'est un personnage qui a fait beaucoup de choses aussi envers les francophones, ici au Québec ou ailleurs au Canada. Mais quand ça vient parler de d'autres personnages qui ont été comme ça aussi, mais qui ont des noms un peu plus francophones, c'est comme là, on ne veut pas l'admettre, alors que finalement, tu sais, il y a eu des gens de toutes les allégeances qui ont participé à ce système-là. Puis, c'est important, je pense, de dire, c'est pas une question de camp, c'est pas une question de langue, c'est juste une question de racisme systémique. C'est important de pouvoir le nommer, peu importe la langue ou l'origine des gens qui ont partagé ce système-là. Si on est là dans une quête de vérité et une quête de faits pour essayer de comprendre notre histoire, il faut pouvoir nommer les choses, même quand c'est inconfortable. Puis, en conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que puisque cet effacement-là est là depuis longtemps, de toutes sortes de choses, je ne peux pas, en une conférence sur l'heure du midi, vous raconter l'histoire des Noirs au complet. Tout ce que je peux vous faire, c'est donner des exemples, de finalement vous donner le goût d'en lire plus, d'en savoir plus, puis de réaliser à quel point, de savoir qu'on ne sait pas, ou de comprendre qu'on ne comprend pas beaucoup de choses, pas parce qu'on est pas intelligent, mais parce que le système scolaire ne nous donne pas les outils pour apprendre ça. Et que même quand on vient de ces communautés-là, c'est à l'extérieur de l'école qu'on doit l'apprendre parce que l'école ne va pas nous transmettre ces connaissances-là. Puis à cause de ça, mais ça donne nécessairement une incompréhension de ce que c'est, par exemple, le racisme systémique ou qu'est-ce que sont les inégalités sociales jusqu'à ce jour. Si on ne comprend pas l'histoire des politiques d'immigration au Canada, comment c'était discriminatoire, mais on pense que peut-être que tous les Noirs qui sont ici sont nouveaux, puis qu'ils ne sont pas intégrés, puis que c'est pour ça qu'il faut s'adapter, puis qu'ils n'ont pas le droit de critiquer encore parce qu'ils ne comprennent pas notre histoire. Alors que finalement, quand on regarde, il y a eu des gens à toutes les époques, puis nos racines dans le pays sont plus complexes que ça, où on va penser que s'il y a certaines communautés qui ont plus de pauvreté, ben c'est parce qu'ils travaillent moins fort, alors que finalement, quand on regarde les politiques publiques qui ont créé cette pauvreté-là, ben là, finalement, on comprend un peu plus ce qui se passe, puis pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, je pense que c'est vraiment important de mieux comprendre cette histoire-là parce que c'est juste à cause de ça qu'on va pouvoir avoir un dialogue social où on voit d'où chaque personne vient, d'où chaque personne arrive dans l'espace public. Je pense que c'est exactement ça que je vois Yvon Barrière qui vient de réouvrir sa caméra. C'est exactement ça que vous disiez en début de conférence, c'est que sans cette histoire-là, on ne peut pas se comprendre. C'est ça que j'ai envie de vous dire en conclusion, c'est que en ce moment, le dialogue social est extrêmement lourd. Ça dérape à tous les jours dans les médias, ça dérape à tous les jours dans l'espace public. C'est un peu ça que je disais avec Isabelle, Kenza et les autres avant que vous arriviez. Pour mon rôle, moi, personnellement, j'ai l'impression souvent d'être dans un champ de bataille, à essayer de comme, me couvrir, pas trop recevoir de bombes, puis c'est ça mon métier, tu sais. Puis à travers tout ça, ça va nous prendre énormément d'empathie, puis de bienveillance. Puis qu'est-ce que ça veut dire, l'empathie? Ça veut dire être capable de se mettre à la place de l'autre. Mais être capable de se mettre à la place de l'autre, c'est très difficile si on ne sait pas, en fait, qui est l'autre, puis c'est quoi son histoire. Donc, je pense que pour ça, pour un ensemble de raisons, si on veut être à même d'avoir un dialogue sain, mais aussi nuancé sur toutes les questions sociales complexes qui sont débattues en ce moment dans l'espace public, il faut être capable de s'écouter, il faut être capable de se comprendre, mais plus qu'on va avoir au moins des bases en commun, qu'on va se mettre d'accord sur les termes, qu'on va avoir une culture générale en commun, plus qu'on va être capable d'avoir des conversations difficiles sans que ça dérape, puis que ça parte dans les rideaux tout de suite. Puis en ce moment, j'ai l'impression que des fois, on joue à la guerre civile comme si c'était un jeu, là, alors que ces divisions-là sociales, ces tensions-là sociales, ça fait en sorte que toute une génération qui peut avoir de moins en moins de facilité à s'identifier au seul territoire sur lequel ils n'ont jamais vécu.
Et c'est très lourd. Et je pense que pour ça, c'est notre responsabilité à tout le monde de continuer à apprendre sur ce sujet-là, de continuer à s'éduquer. Puis si vous voulez des ressources, des pistes, j'ai plein d'idées sur lesquelles je peux vous lancer. Mais je pense que pour l'instant, je vais m'arrêter ici, puis je vais vous laisser poser vos questions puis vos commentaires. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Émilie. Ça a été vraiment intéressant. Écoute, moi, à chaque fois qu'on mentionne la visite guidée avec Webster, c'est un incontournable. Ça vaut vraiment la peine de la faire. Je l'ai fait moi-même, puis j'ai été incroyablement surprise. D'ailleurs, j'habitais sur Couillard, moi, quand je suis arrivée au Canada. Donc, un endroit vraiment par excellence pour connaître l'histoire. Afriqueville aussi, j'ai eu l'opportunité et l'occasion de parler avec les gens qui sont encore là au jour d'aujourd'hui en train de militer pour réclamer leurs droits. Et quand on arrive là, la première chose qu'on constate, c'est une multinationale incroyable d'exportation. Et les gens sont toujours là dans leur roulotte à espérer qu'on vienne leur parler et non pas qu'on aille visiter le musée parce que c'est eux, selon eux, c'est eux le musée. C'est à eux qu'on devrait venir voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Puis il y avait un jeune homme, quand je suis allée en 2018, il y avait un jeune homme dans la cinquantaine qui disait, un homme dans la cinquantaine qui disait, moi j'avais 11 ans quand ils sont venus raser ma maison. On est sorti en catastrophe. J'ai eu la chair de poule. C'est fou. C'est atroce. C'est une des histoires que je dirais qui est vraiment marquante. Puis ça vaut la peine de connaître qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Puis on a eu dernièrement, la semaine dernière, en fait, l'employeur nous a envoyé justement le champion des minorités visibles de notre ministère, nous a envoyé l'histoire d'Afriqueville sur Grain de sel, ceux qui veulent la voir, qui sont à PSR ou à Service Canada. Donc, sans plus tarder, on va prendre vos questions. Il y a deux façons, oui. Je vais juste mettre fin à l'enregistrement du webinaire. Oui, c'est vrai. Parce que, oui, comme ça, vous allez pouvoir poser toutes les questions. Je tiens à te remercier, Émilie, de toujours de répondre présente à chaque fois qu'on te lance une invitation. Tu es très généreuse avec nous. C'est vrai, que ce soit ce midi ou que ce soit quand on a décidé qu'on voulait faire une formation sur le racisme systémique, formation qui par ailleurs n'existait pas. Tu as répondu présente et tu es venue passer un avant-midi avec nous. Et je te dirais que peut-être avant qu'on passe aux questions, je voulais te remercier de nous aider à remettre les pendules à l'heure et que c'est toujours un peu angoissant de voir toutes des pans de l'histoire qui ont été mis de côté. Alors, j'ai comme l'impression qu'on a la possibilité en tant qu'organisation syndicale de faire notre petit bout de chemin pour essayer de rétablir les faits. Puis nous, l'engagement qu'on prend auprès de nos membres, c'est de leur offrir justement cette capacité-là à pouvoir ouvrir leur conscience avec tous les faits qui sont mis bout à bout. Donc, merci beaucoup. Et là, j'ai Yvon qui a sa main levée. Est-ce que c'est toute une intervention, Yvon, ou c'est un commentaire avant que je cesse l'enregistrement? Ben, c'est comme tu veux. Ça va être un commentaire qui va finir avec une question. Donc, Bon, ben, je pense que je vais mettre un terme à l'enregistrement, puis on va pouvoir être dans un espace juste entre nous. Donc, un instant, je vais arrêter ça tout de suite.